Alright, donc, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, en fait, podcast en français. Je suis ici avec Farouk. Farouk qui gère en fait plusieurs marques e-commerce, dont qui est en fait un de nos clients ici chez Wizo Media depuis un peu plus, en fait depuis presque un an maintenant. Donc, Farouk, bienvenue. Salut tout le monde. Merci pour l'invitation, Justin, puis ça fait plaisir de te voir. Yes, ça fait plaisir. Écoute, c'est ce qu'on disait tantôt, on s'est jamais vu en personne, c'est notre première fois qu'on se rencontre. Je me disais, on aurait pu faire un souper, un dîner, mais on va le faire sous forme de podcast. Écoute, Farouk, conte-nous donc un peu, introduis-nous un peu à ce que tu fais, ça fait combien de temps que tu fais le business actuel? The floor is yours. Ok. Donc déjà, je m'appelle Farouk Naman. Je fais de l'e-commerce depuis plus de 2 ans et demi. La première fois que j'ai touché à l'e-commerce, ça fait 5 ans. Et puis, j'ai décidé vraiment de me lancer pendant la Covid. Et depuis, j'ai pu démarrer plusieurs marques, dont la marque avec laquelle on travaille avec vous. Et j'ai démarré aussi un business d'infoprenariat. Donc, je suis un formateur en e-commerce aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'e-com et qui veulent commencer, mais qui ne savent pas par où commencer. Donc c'est ça. Good. Puis, si on tourne en arrière, là, vraiment, Farouk d'il y a quelques années, ça fait combien de temps que tu as commencé là-dedans? Franchement, comme j'ai dit, ça fait 2 ans et demi, mais... Ouais. Mon premier touché avec l'entrepreneuriat, c'était il y a 5-6 ans. Je faisais des sites web pour des gens. OK. Et j'ai toujours voulu faire ça, tu vois. Okay. Donc, c'était juste que l'e-commerce, pour moi, c'était vraiment le meilleur moyen parce que j'étais pas... En fait, je tradais pas mon temps, tu vois. Donc, j'avais un business que je pouvais automatiser et ça me permettait d'être libre. Puis, pourquoi essentiellement tu t'es lancé là-dedans? Je veux dire, c'est un cheminement qui n'est pas nécessairement traditionnel. On s'entend, les deux, on vient d'un parcours d'entrepreneur. Pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat au départ? Franchement, je crois que c'est un peu comme tout le monde. Tu veux pas travailler pour quelqu'un pour le reste de ta vie et tu veux pas être contraint à aider quelqu'un à réaliser ses rêves. Tu veux réaliser les tiens aussi, tu vois. Donc, l'entrepreneuriat te permet de faire ça. C'est-à-dire que tu as une grande liberté qui vient avec. C'était plus ça, tu vois. Moi, je voulais passer du temps avec ma famille, sortir avec mes parents quand je veux, faire ce que je veux. Et l'entrepreneuriat, c'est ce qui allait me permettre de faire ça. OK. Puis, je vais retourner encore plus en arrière que ça, de dire, on a tous quelque chose qui fait en sorte qu'on a voulu se lancer là-dedans. Je veux dire, il y en a certains, c'est plus jeune, il y en a d'autres, de dire, c'est au secondaire que ça les a piqués. Tu parlais tantôt un peu de web design, de design en ligne, site web. Comment t'es tombé là-dedans? C'était-tu par nécessité? C'est-tu un ami qui t'a dit « Hey, peux-tu m'aider avec un site web? » Ou comment ça a commencé la première fois? Là? La première fois que j'ai fait un site web, j'avais 12 ans. Okay. C'était un site web WordPress. Parce qu'avant, j'avais une page Facebook où je mettais des blagues, je mettais des memes, tout ça. Et j'avais un blog que j'avais fait où je mettais ces memes-là, puis j'avais des AdSense, tu vois, pour faire de l'argent avec ça. Et c'est là que j'ai fait mon premier site WordPress, tu vois. Et après, j'ai vu que y avait de la demande, tu vois, rendu au cégep, j'ai vu qu'il y avait quand même de la demande. Donc, c'est là que j'avais décidé de commencer à faire ça aussi. OK. Puis, quand tu as commencé dans l'e-commerce, en fait, c'était dans quelle industrie exactement? Parce que je sais que tu as fait du dropshipping, ce que tu fais toujours, mais c'était quoi ton premier store là, que tu as eu? Mon premier produit, c'était un necklace pour chien. Okay? C'est un produit qu'on voit partout et c'était mon premier produit et ma première vente, je l'ai eu avec. Et je peux te dire, j'avais perdu de l'argent, mais j'étais hyper content. La première vente que j'ai eue, j'étais comme, ok, ça marche vraiment. Ok, donc je peux développer ça. Ça me dérangeait pas de perdre de l'argent rendu là. Je voulais juste avoir des notifications Shopify. Ouais. Le petit chiching là, qui rentre sur le alright. Puis, je veux dire, c'est pas... c'est quelque chose qui demande quand même... Les gens souvent disent, l'e-commerce, t'as pas besoin de beaucoup de capital. T'as quand même besoin d'un certain capital pour commencer. T'as besoin d'un peu d'argent pour les ads, pour tout un peu ton site web. Comment initialement tu as fait pour avoir ce capital-là? C'était-tu avec le web design que tu me parlais que tu as réussi à mettre cet argent dans l'e-commerce ou... En fait, moi, je travaillais déjà. Donc, je vais pas inventer une histoire. Je travaillais déjà et j'étais à l'université en même temps. Donc, j'avais quand même un certain capital avec lequel j'ai pu me lancer. Ce qui m'a quand même poussé, tu vois, à tester des produits parce que quand j'ai commencé, j'ai perdu $3,000. Ok, $3,000 one shot sur des produits parce que j'étais un peu un maniaque. Je me disais, ça va marcher. Ok, puis ça a fini par marcher. Ouais.
Mais c'est ça, je travaillais. OK. Puis c'est vraiment intéressant parce que souvent, je vais parler avec des gens qui, c'est des high school dropouts. Moi, j'ai pas été au collège. Tu me parles du cégep, tu me parles de l'université. Donc, tu as étudié. Ouais. Okay. J'étais en génie logiciel. OK. J'étais en génie logiciel. Je travaillais en tant que consultant en informatique. OK. Donc, j'aimais ce que je faisais, mais c'est juste que je me voyais pas faire ça toute ma vie. Ouais. En fait, peu importe la job que tu m'aurais donné, le fait de travailler pour quelqu'un, je voulais pas faire ça toute ma vie. C'était ça le point. Ben, c'est intéressant, puis je pense que c'est bon aussi d'avoir cette perspective-là, parce que souvent, en fait, les gens qui nous regardent puis qui te suivent peut-être vont avoir certains modèles où on met souvent un point à l'école puis on dit « Ah, fais pas l'école, mais t'as fait l'école et t'as quand même choisi. » Donc, c'est un peu de dire que c'est possible aussi de faire de l'école et par la suite de se lancer en entreprise, c'est ça? Ouais, bien sûr. Mais moi, franchement, je conseille pas à n'importe qui d'arrêter l'école parce que, bon, la hype qu'il y a maintenant, c'est ouais, il faut arrêter l'école, tout ça. Faut quand même que tu peux faire ça en parallèle. Et jamais tu te lances à 100% sur un truc alors que t'as pas un plan B, tu vois. T'as quand même besoin d'avoir une source d'argent, travailler. C'est pas quelque chose de mauvais, hein, travailler pour ramasser un capital pour démarrer ton business, que ce soit une agence ou peu importe ce que tu fais. Mais ouais, tu peux faire de l'école et faire ça sur le côté, c'est sûr. Ouais, ben, je te suis là-dessus. J'ai fait la même chose. J'ai fait les études, j'ai gradué, j'ai eu le diplôme. Je veux dire, j'ai fait exactement ce qui était traditionnel, comme on veut. Puis, je suis d'accord. Je veux dire, j'ai beaucoup d'amis, dont un que je vais voir tantôt, qui, lui, justement, n'a pas fait ce chemin-là, qui est 100% correct. Mais juste de dire, personnellement, je pense, puis peut-être que d'autres vont pouvoir raisonner avec ça, de dire, te mettre ton dos au mur et de dire j'ai qu'une seule option, si ça marche pas, mon e-commerce, mon entreprise, eh bien, ma vie est un peu foutue, c'est beaucoup de pression. Puis souvent des gens disent avoir une porte de sortie, c'est pas une bonne idée parce que t'es pas 100% in, mais moi d'un autre côté, puis je sais pas comment toi tu l'as vécu, donc je vais tourner ça sous forme de question. Est-ce que tu as senti que ça t'a aidé d'avoir une certaine sécurité, de dire que tu n'avais pas de pression que ça fonctionne, tu le faisais un peu par pure passion initialement? Ouais, non, c'est sûr que si on va dire c'était ma source d'argent principale, c'est sûr que j'aurais été vraiment stressé, c'est-à-dire je vis de ça, donc si j'ai que ça, je dois vraiment le faire fonctionner dans un laps de temps qui est hyper rapide, et c'est sûr que tu vas avoir beaucoup de pression, et franchement, je crois pas que c'est la meilleure option. Si tu es capable de travailler, d'aller à l'école, d'avoir ton plan A et de faire ça sur le côté, c'est impeccable. Moi, c'est sûr que quand j'ai commencé, j'ai pris 2-3 mois où je sortais moins. Je faisais que m'entraîner, travailler, m'entraîner, travailler. Parce que si tu es arrivé à certains résultats, à un moment donné, il faut que tu fasses certains sacrifices. Donc, je voyais moins certains de mes amis, je sortais moins et ça finit par payer. Mais c'est ça. Je pense que tout le monde a besoin de ça, de cette période-là initiale, de dire, tu as besoin de prouver aussi, d'abord et avant tout, avant de prouver aux autres, de prouver à toi-même que tu es capable. Ouais. C'est-à-dire, tu dois changer un peu ton identité, puis c'est difficile de faire ça en public, alors que c'est une période, je pense que tu vis une certaine forme d'insécurité par rapport à toi-même. Donc, tu as besoin de te prouver que tu es capable d'y arriver. Fait que, ceci étant dit, veux-tu un peu nous faire le point sur où tu en es aujourd'hui avec tes marques, combien de marques tu gères présentement, puis nous faire le point de dire, on a parlé un peu du départ, mais si on skip un peu la partie du milieu, on en est où présentement? Là, actuellement, j'ai 3 marques sur lesquelles je travaille. Et puis, en même temps, moi, j'ai mes formations. Donc, je forme des gens, soit à travers des coachings, soit à travers des formations. Je fais beaucoup de création de contenu aussi, ça vient avec ça. Et mon but pour les prochaines années, ça va être vraiment de développer ces marques-là et faire un exit, tu vois, revendre ces marques-là avec le temps. Mais c'est ça, pour le moment, j'ai 3 marques cette année et ça va augmenter. C'est sûr, je suis en train de lancer d'autres marques, mais c'est ça. Puis j'imagine qu'il y en a certains qui te regardent qui ont probablement pas de marque encore ou qui viennent de débuter avec leur marque, qui sont pas nécessairement sûrs du chemin qui les attend devant eux. Tu parles d'un exit présentement. Donc, ça ressemble à quoi, ce processus-là? J'imagine construire une marque pour un exit, tu dois probablement structurer ça un peu différemment d'une marque dropshipping traditionnelle. Non, c'est sûr que là, tu as besoin d'assets, tu as besoin, par exemple, d'avoir du stock. Tu peux pas faire un exit. Tu peux pas faire un bon exit si tu fais juste que du dropshipping parce que voilà, ta compagnie, quand on évalue ta compagnie, t'as rien, tu vois, t'as juste des chiffres, t'as peut-être une liste d'emails, tout ça, mais t'as pas de stock, t'as pas de branding, t'as pas de personnes qui rachètent chez toi plusieurs fois. Donc c'est sûr que si tu veux faire un très bon exit, le processus il est différent. Il te faut vraiment une vraie marque, peut-être même des gens qui travaillent pour toi, avoir vraiment une structure qui est très bien faite.
c'est quelque chose pour toi que tu vois qui est possible dans le fond. Tu sais, de dire les gens qui te suivent, qui prennent tes formations, de dire ils peuvent aspirer un jour à vendre leur propre marque. De dire on passe du dropshipping à avoir sa propre marque et éventuellement à faire un exit, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est très possible. Très possible. Puis, si on parle un peu de ta formation présentement que tu as lancé, ton infoproduit, ça s'adresse à qui exactement? Franchement, ça s'adresse à n'importe quelle personne qui veut vraiment se lancer en e-commerce, mais qui ne sait pas comment faire et qui est motivé aussi. Parce que mon but, c'est pas nécessairement que de vendre des formations. Je suis pas là pour te dire que tu vas faire 10 000 $ dans une semaine. Si tu es motivé, tu es sérieux et tu es prêt à investir du temps et du capital, je crois que c'est une formation qui est destinée à toi, que tu sois à l'école, que tu travailles, peu importe. Puis, comment qu'on se lance justement là-dedans? Tu étais un étudiant, tu avais un job, tu as quand même trouvé le temps et l'argent de te lancer. Puis je pense que souvent, l'excuse que tu dois entendre, c'est « j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent ». Il y a toujours une bonne excuse pour ne pas se lancer. Comment qu'on se lance et qu'est-ce qu'on a besoin quand on débute avec une marque? Franchement, la première chose que si tu veux vraiment te lancer en e-commerce, c'est vraiment avoir le mindset, tu vois, le mindset nécessaire parce que tu vas avoir des échecs. Tu vas tester des produits, ça va pas fonctionner, tu vas vouloir arrêter, tu vas perdre de l'argent, tu vas vouloir arrêter. Donc ça, c'est la première chose. Si tu n'as pas de capital, franchement, 2023, il y a tellement de façons pour ramasser de l'argent. Je veux dire, tu peux prendre ce podcast-là et le découper pour quelqu'un, faire des sous-titres, il va te payer. Donc il y a tellement de choses que tu peux faire. Donc c'est ça, si tu n'as pas de capital, il faut que tu ramasses du capital. Et la deuxième chose, c'est ça, c'est que tu testes des produits jusqu'à ce que tu tombes sur un bon produit. Tu prends un canal de publicité, que ce soit Facebook, Google, TikTok ou Pinterest, peu importe, tu te formes dessus, tu le maîtrises et puis tu te lances avec ça. Si on parle de pub un peu, tu rentres là-dedans, de dire c'est ce que nous on fait pour elle, une de tes marques en fait, sans la nommer nécessairement, mais ouais, pour une de vos marques. Et toi, comment t'as appris en fait ces skills-là, de dire pour se lancer? Je pense que les gens oublient souvent le E devant e-commerce, de dire tu te lances dans du commerce en ligne. Donc, tu as besoin de savoir les ads, tu as besoin de savoir t'as besoin de savoir beaucoup de choses initialement. Donc, comment toi, en fait, tu as appris un peu tout ce qui était ads, publicité, lancer ton propre business? Où est-ce que tu t'es éduqué par rapport à ça? Alors bon, la première chose, je voulais même pas faire de l'e-commerce, comme je t'ai dit, quand je fais des sites web pour les gens. J'ai vu que, oui, ok, je fais un site web, mais le site web, il est pas encore bien référencé, il faut faire de la publicité. Et c'est là que j'ai eu mon premier toucher avec la publicité sur Google, tu vois, donc du search pour se positionner sur des mots-clés pour des entreprises. Par la suite, quand je me suis lancé en e-commerce, c'est sûr que quand tu fais un site Shopify, tu peux pas juste le faire et rester là à attendre à avoir des visites comme ça. Tu vas pas en avoir, tu vas pas avoir de ventes. C'est clair, faut soit créer du contenu, soit faire de la publicité. Et ce que j'ai fait, première chose que j'ai fait, je me suis renseigné un peu sur YouTube. Et quand j'ai voulu aller plus loin, c'est là que j'ai pris des formations, j'ai pris des coachings. Mais j'ai pas honte de le dire. Parce que si tu veux aller plus loin, en fait, tu as deux ressources. Tu as du temps, tu as de l'argent. Ouais. Soit tu sacrifies de l'argent pour sauver du temps, soit tu sacrifies ton temps pour sauver de l'argent. C'est aussi simple que ça. Ouais. Puis, donc, de dire à la base, tu as du contenu gratuit en ligne qui va t'aider à avoir un certain coup de pouce initial. Puis par la suite, toi qui maintenant as ton propre infoproduit, de dire, as-tu eu des mentors initialement? As-tu eu des personnes sur lesquelles tu pouvais t'appuyer? On te parlait tantôt de ne pas avoir le dos au mur, mais des fois de pouvoir t'appuyer sur quelqu'un, du moins qui l'a déjà fait, c'est sécurisant. Donc, as-tu été capable d'avoir ces personnes-là? Oui, j'en ai toujours des mentors. Je discute toujours avec eux. Et c'est important parce que parfois, je veux dire, il faut toujours avoir cet esprit-là où tu veux toujours apprendre. Et il faut toujours rester humble parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus haut que toi. Ouais. Et si jamais tu arrives à un stade où tu te dis c'est bon, je connais tout, j'ai plus besoin de rien apprendre, tu es en train de faire une grosse erreur. Ouais. Change de ville, change de pays, va à Dubaï, tu vas toujours avoir une place qui... C'est ça, non, c'est ça. Il va à une place où tu vas voir des gens qui, voilà, ils sont beaucoup plus hauts que toi et je crois que tu vas redescendre très vite. Puis on parle de Dubaï, on parle de d'autres places dans le monde. Tu es quelqu'un qui, de ce que je vois, en fait, aime voyager. On s'est déjà parlé de l'Ontario, je veux dire, t'aimes un peu te promener. Combien de fois par année tu voyages présentement? Franchement, 2-3 fois. Je compte très bientôt partir à Dubaï, justement. Ah ouais? Ouais, parce que Dubaï, c'est vraiment l'une des meilleures places maintenant pour faire du networking, pour en fait juste voir trop de Lamborghini dans une place, c'est très motivant. C'est très très fou.
Donc c'est ça, je planifie d'aller à Dubaï soit cette année, soit vers le début de l'année prochaine. Mais c'est ça, je voyage souvent parce que parfois j'ai besoin d'aller quelque part juste pour me concentrer, tu vois. J'ai besoin de me couper de tout, aller quelque part, ramener juste mon laptop et me concentrer. Et voyager, ça permet de faire ça. Donc, toi, en fait, tu utilises des voyages moins comme des vacances, de t'éloigner du business, mais plus pour te rapprocher du business et t'éloigner, en fait, des distractions que tu pourrais avoir ici. Ouais, moi, franchement, je prends pas nécessairement des vacances. Pour moi, tu vois, c'est ça, comme le fait de prendre ça, par exemple, prendre 3 jours, 4 jours quelque part, je ramène mon laptop et je suis avec une belle vue, avec une belle ambiance. Ça me permet de bien travailler et je peux jamais mettre mon cerveau off du business. Je sais pas, j'y pense toujours. J'ai toujours des idées, toujours des choses. Je crois que c'est la même chose. Tu as toujours envie de faire certaines choses et tu as toujours des idées. Ouais. Puis, justement, hier, je mettais une story là-dessus. Je parlais de dire souvent, tu vas vouloir, en fait, créer des comportements dans ta vie, de dire je mets le business là, je mets ma vie personnelle. Ça devient énormément difficile. Tu vas créer beaucoup de frustration en essayant de te détacher. Moi, personnellement, j'ai essayé l'année dernière pour la première fois de dire je fais un voyage, je regarde pas le business. J'étais stressé là, en étant là-bas là, de dire j'avais pas accès j'avais même pas apporté mon laptop. J'étais en Floride, j'avais pas de laptop, j'étais pas capable de regarder. Puis je me disais, je pensais constamment à ça. Et finalement, ce que j'ai fait dans les prochains voyages, c'est apporter le laptop et faire une certaine alternance. Puis le mot en anglais, je pense c'est mieux, mais une certaine harmonie par rapport à ça versus faire des compartiments avec ces différentes sphères de la vie. Fait que toi, tu dis voyager, c'est une façon de justement t'isoler, travailler. Puis ça me fait penser Bill Gates un peu. Je sais pas si tu... Ouais, je veux dire que ouais. Donc, Dubaï, as-tu déjà été justement là-bas? Non, je suis jamais allé. Mais sinon, je suis jamais allé. Et j'ai toujours... Mon père est déjà allé plusieurs fois. Okay. Et j'ai toujours voulu y aller, franchement. Et depuis la Covid, je vois que tout le monde est là. Tu sais, on dirait que c'est le centre du monde. C'est vraiment... c'est vraiment là que ça se passe. J'ai jamais été non plus, jamais eu la chance, mais ça a l'air bien. Comment est-ce que ta famille vit ça, justement? Tu me parles de ton père. Tes parents, quand tu t'es lancé initialement, je veux dire, souvent aussi des gens qui te suivent, qui regardent tes formations, qui écoutent peut-être ça, se disent moi, je commence, puis j'ai pas même de support de ma blonde, ma copine, mon chum, peu importe. Comment toi, tu as vécu ça initialement? Mes parents, ils n'étaient pas très d'accord. Parce que faut savoir, je viens d'un background où voilà, tes parents, c'est des parents immigrants qui sont venus ici, qui, pour eux, la réussite, c'est un diplôme. Si tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas réussi dans ta vie. Okay. Je crois que c'est un peu la même chose un peu pour beaucoup de gens. Si tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas réussi. Donc, le fait qu'ils voient que j'ai lancé quelque chose, j'ai tout arrêté pour ça parce que au bout d'1 mois et demi, quand ça a très bien fonctionné, j'ai démissionné tout de suite et j'ai arrêté l'école pour ça. Donc, ils n'étaient pas super d'accord, mais plus le temps passait, plus ils ont vu que voilà, tu vois, j'avais des résultats, j'étais heureux, puis j'étais épanoui. Donc, pour eux, leur objectif au final, c'est que je sois heureux, tu vois. Ouais. Donc, OK. Puis, tu me parles de voyager seul. Est-ce que tu voyages des fois en amis, en groupe, etc., ou t'es plus comme lone wolf, côté... Non, je voyage pas toujours tout seul. Je travaille avec, j'ai des associés, des personnes de mon équipe. Parfois, je les ramène avec moi et on va là-bas et c'est comme, je sais pas comment t'expliquer, mais en fait, c'est comme, au lieu de travailler dans un bureau, on va quelque part, on travaille. Je crois que tu l'avais fait dernièrement. C'est la première fois. C'est ça, tu l'as fait dernièrement en Afrique du Sud, c'est ça? Exactement. Voilà. Et c'était comment? Ah, man, c'était nice. C'est-à-dire, c'est la première fois que je voyais quelqu'un avec lequel je travaillais. Fait que ça aussi, ça reste beaucoup plus tangible. Ça fait presque 3 ans maintenant que je suis en affaires. Donc, de voir physiquement quelqu'un qui... Tu aides cette personne à supporter sa vie, sa famille. Tu connais très bien Emmanuel, qui est justement votre chargé de compte, de dire présentement, il est en train de se faire bâtir une maison. Il va aussi déménager en Europe avec sa femme. Tu te dis, je suis partiellement responsable de l'aider à faire ça. Puis de le voir en personne, c'est un autre niveau, là. Donc, c'était cool. Puis, justement, moi, ce que ça me permet de faire, puis je suis curieux de voir aussi, justement, pour toi, si c'est la même chose. Souvent, en étant ici, d'un côté, personnellement, je focus très bien à la maison. J'habite seul et ça me permet d'être vraiment centralisé sur le travail. Mais à la longue, je perds l'inspiration. Puis, je pense que pour nous, entrepreneurs, on est payé pour les bonnes idées. Donc, le meilleur les idées que tu as, je veux dire, le mieux tu es payé. Est-ce que toi, voyager, que ce soit seul ou avec tes associés, te permet d'avoir des nouvelles idées? Est-ce que c'est souvent dans les voyages que tu as tes idées ou comment en fait? C'est quoi ton processus pour trouver les nouvelles idées avec tes business?
Franchement, mes idées, la plupart du temps, elles tombent au mauvais moment. Je suis en train de manger, je suis en train de faire un truc, je suis en train de regarder la télé et je vois un truc passer, là je pense à quelque chose. Le fait de voyager, ça me permet de vraiment aussi avoir beaucoup d'idées parce que tu arrives dans certaines places, tu vas voir certaines choses qui se font et tu te dis, ok, peut-être que je pourrais appliquer ça dans le business ou peut-être que c'est une bonne idée. Parfois, tu rentres juste dans un restaurant, tu vois, ils ont mis une certaine publicité, par exemple, un certain flyer, et tu dis, attends, mais ça serait intéressant de mettre ça peut-être dans une publicité sur Facebook ou quoi que ce soit. Donc, le fait de sortir de sa bulle et de pas juste rester chez soi et de rester seul, je crois que ça permet aussi en fait, l'inspiration, elle vient comme ça aussi. Tu peux t'inspirer en restant chez toi, en regardant un peu le contenu qui est sur Internet, tout ça, mais sortir, aller vers les gens, je crois que c'est quelque chose de bien aussi. C'est quoi les sources, en fait, d'enseignement que toi, dans ta vie? Est-ce que, je veux dire, les podcasts, les livres, est-ce que tu lis beaucoup? Donc, où est-ce que tu trouves, toi, le contenu en ligne? Alors, moi, je lis pas énormément. J'écoute beaucoup de podcasts. Je lis pas énormément parce que parfois, je m'entraîne, j'écoute un podcast, je sors, j'écoute un podcast, je conduis, je mets un podcast. Je trouve que c'est un très bon format. Justement, c'est pour ça qu'on en fait un maintenant. Et sinon aussi, le fait que j'ai des formations, j'apprends aussi en enseignant aux gens. À chaque jour, tu vas avoir certains problèmes, certaines personnes que tu n'as jamais eu de ta vie, toi, ce problème-là. Et toi, tu réussis à le résoudre et tu vois, ok, je crois que ça pourrait être quelque chose de bien de faire ça et je vais me renseigner sur certaines choses. Parfois, on pose certaines questions que j'ai pas la réponse, je connais pas tout. Donc, ça me permet aussi d'aller chercher. Sinon, je consomme beaucoup de contenu aussi. Je regarde beaucoup de contenu en ligne. Je prends aussi beaucoup de formations sur différents sujets, soit l'immobilier, peu importe. Parce que même ça te permet aussi il y a certains apprentissages que tu vas faire dans d'autres business qui vont être bénéfiques aussi pour toi, pour ton business à toi. Puis, tu sais, tu me parles de 3 business, en fait 3 business e-commerce plus ton infoproduit. Là, tu me parles de t'entraîner, voyager, écouter des podcasts, être avec ta famille aussi. Tu me sembles quelqu'un qui est quand même assez près de sa famille. Comment est-ce que tu as le temps pour faire tout ça? L'année passée, les 2 dernières années, la plus grosse erreur que j'ai fait, en fait, que j'avais un problème, c'est que je voulais toujours tout faire par moi-même. Je sais pas pourquoi, mais je crois que toi aussi tu avais ça au début peut-être, dans le sens que tu dis quand tu délègues quelque chose, elle va être mal faite ou elle va être mal comprise et tout. Donc ça, c'est une grosse erreur que moi j'ai fait dans le passé, que cette année je suis en train d'enlever ça parce que je suis en train d'engager du monde et ça va me permettre de gagner du temps. Mais franchement, c'est question d'organisation aussi, de se concentrer sur les tâches qui te rapportent le plus et d'éliminer les tâches qui rapportent le moins, tu vois. Il y a certaines tâches qui sont juste trop manuelles que n'importe qui peut les faire, donc tu peux déléguer ça. Donc c'est vraiment monter une équipe, avoir de l'aide aussi, de pas être gêné de demander de l'aide. Puis toi, c'est qui, tu dirais, les employés partenaires, etc., qui ont été clés pour toi initialement? Donc de dire, une fois que tu as fait cette réalisation-là, c'est quoi les employés clés que tu as mis en place? En fait, moi, c'était plus des associés que j'ai. Si tu veux, quand je me suis lancé en e-commerce, quand j'ai vu que ça a très bien fonctionné, je me suis dit, OK, si je veux vraiment tenir sur la longue, je crois que ça serait bien d'en parler aussi à mes amis. J'ai deux amis très, très proches. Je les ai motivés avant pour se lancer. Et ils sont lancés avec moi et on a démarré ensemble. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est-à-dire que je travaille avec mes meilleurs amis. Et ça me permet aussi de sauver beaucoup de temps et de vraiment d'avancer plus rapidement parce que si tu veux, chacun est devenu un expert dans un domaine et ça nous permet d'avancer plus vite. C'est là que tu dis ça. J'ai aussi 2 bons amis d'enfance on s'est tous lancés en agence, chacun de notre côté dans des industries différentes, services un peu différents aussi. On réussit tous quand même bien à notre côté puis on s'aide. Par exemple, moi, j'ai jamais eu d'associé, de dire, moi je t'écoute parler, j'ai pas de cofondateur, je suis seul à la tête de mon agence Wizo. Par exemple, maintenant, je viens d'engager notre premier gestionnaire, donc en fait, gérant du marketing qui va s'occuper de notre aspect service client. Donc, c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui va gérer l'équipe à part moi. Mais est-ce que tu conseilles avoir des cofondateurs pour commencer ou est-ce que quelqu'un devrait se lancer seul initialement? Ça dépend, c'est un couteau à double tranchant parce que si tu te mets avec quelqu'un, par exemple, qui est pas nécessairement motivé, qui a pas la même drive que toi, qui est pas
qui n'est pas rendu au même stade que toi, il va juste te retarder. Donc, tu peux t'associer avec quelqu'un pour commencer, par exemple, pour créer une boutique, mais il faut que la personne elle soit aussi motivée que toi et aussi sérieuse que toi. Sinon, elle va juste te ralentir. Mais tu peux te lancer par toi-même au début. Je l'ai fait par moi-même au début, tu vois. Puis comment tu juges ce genre de choses-là? Tu sais, tu as choisi 2 amis que tu me dis. Personnellement, moi, j'ai toujours dit, je veux pas avoir d'amis en business. En fait, ça me dérange pas de faire des amis en business, mais je veux pas avoir des amis que je transfère en business parce que j'ai peur de briser cette relation-là un peu. Quelquefois, j'ai réussi à jouer sur cette ligne-là avec du succès, mais quand même, comment toi, tu as vécu ça? Est-ce que ça a changé votre amitié? Est-ce que ça a changé ta vision de ces personnes-là aussi? Franchement, non. Tu vas avoir des hauts et des bas, ça c'est sûr. Vous allez avoir des différents. Je pense la même chose. Tu peux pas aller en business avec n'importe quel ami. Justement, j'avais vu une citation sur ça cette semaine. Ça disait que un client peut facilement devenir un ami, mais un ami peut pas nécessairement devenir un client ou un associé, tu vois. C'est souvent ça. Donc c'est ça, on a eu des hauts et des bas. Mais je crois que c'est des amis que j'ai depuis très très longtemps et qui sont quasiment des frères. Donc ça s'est bien passé. Mais je sais que la majorité des cas, c'est pas très conseillé. C'est pas très conseillé parce que tu vas te dire, on va dire, regarde, tu vas juste donner à ton ami une tâche à faire. Tu vas dire, s'il le fait pas, tu vas dire, ok, c'est bon, tu vois, c'est juste mon ami. Tu vois, c'est trop conflictuel, l'amitié et le business. Puis qu'est-ce qui fait que vous, ça a marché? Pourquoi est-ce que vous, t'as pas eu ça? Ou si t'as peut-être vécu ça, comment est-ce que t'as pu t'arranger? Mais franchement, moi et mes amis, tu vois, on a une relation, on est très direct. C'est-à-dire que je garde pas pour... Moi, je suis quelqu'un de très direct. Si j'aime pas quelque chose, je le dis. Eux aussi, ils sont comme ça, tu vois. Donc, la communication, je trouve que c'est le truc le plus important. Faut jamais que tu te dises, ok, c'est juste un proche, c'est juste un ami, je vais prendre sur moi-même tout ça. Non, s'il y a quelque chose que t'aimes pas, faut le dire. Si tu décides de te lancer avec un ami ou un proche. Donc, la communication, je crois que c'est la clé. La communication, et la meilleure chose, c'est vraiment de tout clarifier dès le début. Ok, qu'est-ce qui doit être fait? C'est quoi les tâches que chacun doit faire? Et ça va permettre d'avoir le moins de problèmes possible. 100%. Je pense que autant business que personnel, c'est vrai ce que tu dis présentement. À tout niveau, même dans un niveau de marque, je pense de dire, tu vois les marques qui ont pas un bon service client ou service d'après-vente, les reviews sont mauvais, je veux dire, les clients n'aiment pas, mais si tu communiques bien avec la clientèle, ils aiment ça. Même chose pour moi en termes de service d'agence. Si je répondais jamais aux clients, ben les clients ne seraient pas contents. Fait que je pense que c'est vrai dans plusieurs sphères. Puis si je nous bascule un peu de sujet présentement, plus vers l'ère actuelle dans laquelle on est. On est présentement, quand on record ça, ça dépend les gens quand est-ce qu'ils vont regarder, mais on est en 2023. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans les 2 dernières années dans l'industrie. On a dit, il y a eu iOS 14. Moi, personnellement, quelque chose que je vais toucher, qui je remarque beaucoup, certaines marques, que ce soit au Québec ou à l'international, avec lesquelles je parle dans les appels découvertes, ils me disent, sont encore beaucoup pris sur iOS 14. Ah, ça a détruit notre business, nanana. C'est arrivé il y a 2 ans. Qu'est-ce qui a fait en sorte toi, comme d'autres marques qu'on voit, pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont réussi en fait à surpasser cette étape-là versus qu'il y en a d'autres qui sont encore pris dans le passé en train d'essayer de se retrouver depuis ce moment-là? Franchement, je crois pas que c'est un problème capital iOS 14. Certaines personnes vont trouver des excuses aussi, tu vois. Donc, ça marche pas, ok, c'est iOS 14. Ça marche pas, c'est Google qui a changé l'algorithme. Ça marche pas, il y a toujours des excuses. Il y aura toujours des changements dans les plateformes. Il faut que tu sois prêt à t'adapter par rapport à ça. Okay. Il y a des outils de tracking qui ont été créés, Triple Whale, justement, avec lequel vous travaillez. Il y a plein d'outils que tu peux utiliser pour améliorer ton tracking. Ça devrait pas être ça le problème central. Donc, toi, ton but, c'est d'avoir des clients. Les clients, ils sont encore là. Que tu es iOS 14 ou iOS 17, les clients vont toujours être là. Donc, il faut juste que tu t'adaptes par rapport aux plateformes. Ce qu'on a fait, c'est qu'aussi, on mise beaucoup sur l'emailing. Et ça, que tu es iOS 14 ou pas, ben, je veux dire, si tes clients sont satisfaits, ils vont en racheter. Ouais. Donc c'est ça. Puis, je pense que c'est quelque chose d'intéressant que tu dis, de dire que c'est une excuse. Je pense que les situations ont fait dans les 2 ou 3 dernières années, la vie a donné beaucoup d'excuses aux gens. La pandémie, iOS 14, je veux dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans l'industrie où tous les gens qui avaient besoin d'une sortie facile, ils l'ont.
tu regardes ça aujourd'hui, en fait, moi, personnellement, je reviens souvent aux principes fondamentaux du marketing. On dit les émotions. On s'entend, c'est beaucoup dans étudier la personne plutôt que le médium. Souvent, les gens vont se dire experts Facebook, mais ils savent comment toucher les boutons, mais ils connaissent pas vraiment le marketing. Donc, toi, en fait, à quoi tu penses et où est-ce que tu débutes ton processus, que ce soit de création de produits ou de marketing? C'est quoi les principes peut-être que tu utilises ou auxquels tu retournes souvent dans ces moments-là? Alors la première chose que je cherche pas souvent des produits, je cherche des problèmes. Ok, donc disons les gens ils ont des problèmes de dos. Toi, il faut que tu trouves un produit qui est relié à ça. Tu vois, tu as trouvé un produit, un correcteur de posture, tu le prends. Ton but dans le marketing que tu vas faire, c'est que tu vas toucher ces points-là. Ok, vraiment la douleur que les gens ils ont et tu pousses ça vraiment vers ça. Donc tu te fais un petit plan avec juste des points, des avantages, des problèmes que ce produit permet de résoudre. C'est quoi l'avantage principal, tout ça, et tu mets ça de l'avant. C'est aussi simple que ça. Tu vas vers des problèmes que les gens ils ont et tu trouves et tu développes des solutions où tu les trouves. C'est simple. Fait que c'est quoi tu dis, je trouve des problèmes, là, pas des produits. Je pense qu'on pourrait mettre ça sur un quote. Mais donc, tu trouves un problème, puis toi, ton produit, c'est une solution dans le fond. Donc, ça t'aide dès le départ à... Parce que souvent, moi, j'en repense tout le temps je l'ai juste en anglais, mais je vais dire en anglais, bref, les 5 stages of market awareness où t'as quelqu'un qui sait pas qu'un problème, bref, on passe à travers ça. Toi, tu commences au stade 1 à dire, je trouve le problème, puis je vais fixer, en fait, je pars de là. Ouais, tout simplement, tu trouves un produit, tu trouves le problème, tu trouves le produit, tu lances une publicité sur Facebook, tu regardes comment ça se passe. Et après, il faut que tu optimises justement le funnel. Donc, tu vas au niveau, tu fais du retargeting, tu regardes comment ça se passe au niveau du trafic, tout ça. C'est sûr qu'il y a un travail d'analyse qui se fait par la suite. Mais si on veut vraiment simplifier ça, c'est comme ça. Tu trouves des problèmes. Toi, le problème principal que tu es en train de résoudre, c'est des marques qui veulent peut-être scaler, qui n'y arrivent pas. Ouais. Qui veulent faire plus de ventes qu'ils n'arrivent pas. Avec Visual Media, tu es capable d'aider des marques à passer de 20 000 à 100 000, de 100 000 à plus que ça, tu vois. Donc toi, tu as trouvé ton problème et tu as apporté la solution, c'est ton agence. Oui. Puis, on retourne à l'angle 2023 un peu. Se lancer en e-commerce, ça ressemble à quoi cette année? En fait, premièrement, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne année, c'est un bon moment? Puis deuxièmement, en quoi c'est différent, si ce l'est, des dernières années? Alors, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Okay. Beaucoup plus facile. L'arrivée de TikTok, déjà la première chose, l'arrivée de TikTok a facilité beaucoup de choses parce que toutes les autres plateformes ont été obligées en quelque sorte de créer la poussée organique. Donc les Reels, les Reels sur Facebook, sur Instagram, les YouTube Shorts, ils étaient obligés de faire ça, sinon ils allaient mourir. Donc aujourd'hui, pour te lancer en e-commerce, c'est beaucoup plus facile. Il y a des plans Shopify, ils ont même l'offre, je crois, c'est terminé, mais tu peux la trouver $1 par mois pendant 3 mois. Donc déjà tu pars avec $1. Tu commandes un produit sur Amazon, tu filmes du contenu sur TikTok ou sur YouTube Shorts et tu as des ventes directes. Et là maintenant avec Shopify, ils ont mis le one-step checkout pour tout le monde. Ils vont le mettre ça, avec le Winter 2023 update. Ouais. Ça, c'est incroyable ça. Ouais. Juste le même produit que tu as, le même site web, tu vas rien faire pour changer ça et tu vas voir que ton taux de conversion va augmenter. Mm-hmm. Et ça, c'est incroyable. Je trouve qu'en 2023, c'est rendu même beaucoup plus facile. Là, avec Shopify, qui ont des warehouses, un peu comme Amazon, ça devient de plus en plus facile. Certes, il y a plus de concurrence, mais il y a plus de gens qui achètent en ligne. Oui. Tu touches un point intéressant à faire la comparaison de Shopify et Amazon, parce qu'Amazon est reconnu pour avoir des taux de conversion plus élevés, parce que les gens, en fait, font confiance à la plateforme en tant que telle. Donc, quand tu t'en vas sur Amazon, tu as déjà confiance en Amazon, donc d'acheter d'une marque, par exemple, qui, toi, tu pourrais vendre sur Amazon, le taux de conversion est habituellement plus élevé sur Amazon qu'il serait sur ton site Shopify. Shopify semble commencer à devenir une plateforme qui est beaucoup plus que les gens connaissent. J'ai entendu un podcast l'autre jour de gens qui, dans l'espace, qui disaient qu'ils n'achètent plus des sites si shopper n'est pas une option, de dire c'est tellement rendu facile. Toi, en termes de plateforme en tant que telle, Shopify, j'ai encore juste les mots en anglais, mais t'es-tu bullish Shopify? Donc de dire, est-ce que tu vois un peu à long terme? Franchement, oui. Parce que Shopify, c'est pas juste une plateforme pour faire des sites web. Là, on l'a vu avec les updates qu'ils sont en train de faire. Même là, pour faire du B2B, c'est plus facile. Ouais. Ils veulent vraiment tout centraliser. C'est-à-dire, tu veux te lancer demain en e-commerce, t'as où stocker les produits, t'as comment faire le site web, t'as la plateforme ShopPay aussi, t'as des passerelles de paiement, Shopify Payment, t'as l'application Shop, où tu peux mettre de l'avant tes produits, tu peux personnaliser ta boutique. Donc, c'est un écosystème qu'ils sont en train de faire et pas juste
une simple plateforme pour faire des sites web. Parce qu'avant, comme tu dis, il fallait que tu trouves ton 3PL, il fallait que tu utilises, est-ce que je prends un Stripe, est-ce que je prends un PayPal, donc c'est mon payment processor. Après ça, si tu voulais avoir un prêt, il fallait aller voir une banque parce que Stripe et PayPal ne pouvaient pas faire ça. Maintenant, Shopify peut te faire du financement. Ouais. Shopify peut avoir tes produits. Shopify peut ship out tes produits. Tout peut être fait sur Shopify. Ouais. Tu as juste à trouver le produit et eux, ils vont faire le travail. Donc, c'est bon. Puis, de dire maintenant que tu as 3 marques, parlons chiffres un peu. Premièrement, est-ce que tu es ouvert à divulguer un peu des chiffres de des marques ou de certaines des marques, un peu de où est-ce que tu es présentement? Ouais, on peut parler avec... j'ai une marque qui fait plus de 6 chiffres par mois depuis très longtemps. Les autres marques se rapprochent des 6 chiffres. Parce que si tu veux, les chiffres sont importants, mais la profitabilité, elle est encore plus. 100%. Donc, il y a des gens qui font 1 million, mais qui ont 2% de profit. Moi, je m'enligne plus vers le profit, tu vois. Donc, je scale pas d'une façon hyper rapide parce que je veux vraiment garder cette marge de profit. Mais c'est ça, j'ai plusieurs marques que j'ai qui génèrent 6 chiffres par mois. Donc, comment en fait, où est-ce que la transition se situe entre une marque de base qui... Parce que où est-ce que je m'en vais avec ça? De dire à l'agence, on prend pas de marques qui font moins de 500 000 par année. Simplement parce que souvent, à mon avis, c'est une marque qui n'a pas encore nécessairement un fit de produit. C'est une marque qui se cherche un peu encore. Puis souvent, il y en a qui écoutent ça puis qui se disent justement « Oh mon Dieu, 500 000 par année, c'est quand même beaucoup. » Tu sais, tu regardes ça par mois, c'est environ 40 000. On sait c'est quoi les marges d'une marque e-commerce normale. Tu as 50% de marge, mettons, sur le produit. Après ça, pick and pack fee. Il y en a beaucoup qui ont un warehouse. Il ne te reste pas grand-chose. Même si tu fais 50 000, ça paraît gros, mais il ne te reste pas grand-chose. Et où la transition, en fait, entre une marque dite débutante puis une marque qui fait plusieurs 7 chiffres par année? Alors, déjà, je trouve que il faut vraiment que tu connaisses tes produits, tu connaisses tes clients, parce que si tu apprends vraiment à connaître tes clients, tu n'auras même plus besoin de faire du brainstorming, par exemple, pour trouver des produits. Eux-mêmes, ils vont te proposer des produits, des idées de produits. Donc ça, c'est le fait d'avoir plusieurs produits, ça va te permettre d'atteindre ça facilement, parce qu'une personne qui va acheter un produit, va nécessairement acheter un deuxième, un troisième, un quatrième parce qu'elle a aimé le premier produit. Donc, si tu n'as qu'un seul produit ou 2 ou 3 sur ta boutique, ça va être un peu compliqué. Il faut vraiment que tu aies plusieurs produits. L'autre chose, il faut être sur plusieurs canaux publicitaires. Tu ne peux pas être que sur Facebook parce que là, tu perds beaucoup d'argent. Tu perds beaucoup d'argent parce que quelqu'un qui va voir ta publicité sur Facebook, il va taper ton nom sur Google, s'il ne te trouve pas, si ton site n'est pas bien référencé, il va pas te faire confiance. Si tu le fais pas, ton concurrent va se placer sur ton nom, il va prendre ta vente. Donc le fait d'être sur plusieurs canaux publicitaires, ça permet aussi d'atteindre ça plus rapidement. Et le fait aussi derrière dans le back-end, faut pas oublier que c'est pas juste des ads. Si tu fais des ads par exemple pour un mauvais produit, tu peux pas atteindre les 7 chiffres. Donc il faut que tu optimises aussi ton back-end, améliorer la qualité des produits et retravailler le tout. Fait quand tu as commencé, est-ce que tu avais un seul produit, puis à un certain point, tu as eu plusieurs produits ou tu as commencé déjà avec plusieurs produits en pensant dès le départ, comment est-ce que je peux complémenter mon offre? En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, j'ai créé le site, j'ai créé la product page et je me suis dit, attends, le produit, il est disponible en plusieurs couleurs, il est disponible en plusieurs variantes. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le même produit, je vais créer plusieurs variantes avec les couleurs et je vais les présenter comme étant des modèles différents. Okay. Et ça m'a permis de vraiment augmenter mon panier moyen parce que derrière, avec des upsells, avec des cross-sells, j'étais capable d'atteindre des gros paniers moyens, juste comme ça. OK, une bonne idée. Puis... comment on fait, parce que c'est quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup de gens qui vont se lancer en e-commerce que je vois avec un seul produit. Ils ont un produit principal, ils vont atteindre assez rapidement un certain plafond parce qu'ils n'ont pas de clients qui reviennent. Donc, de votre côté, vous avez 2 marchés avec une de vos marques, un qui est plus local, l'autre qui est plus international. Le marché local, il a commencé à avoir plus de clients qui reviennent, ce qui montre que le produit est bon. De dire comment tu as réussi à faire basculer aussi ce flip-là, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont écouter, qui se disent « j'ai besoin constamment de me battre pour avoir des nouveaux clients ». Il n'y en a pas encore qui reviennent. Comment est-ce que tu fais en sorte que tes clients reviennent, justement? C'est avec des nouveaux produits comme ça ou... En fait, prends l'angle marketing, je te dirais, pour répondre à cette question-là. Comment est-ce qu'avec ton marketing, ton message, tu fais en sorte que les gens reviennent pour acheter? Déjà, moi, les produits, c'est un peu plus facile parce que c'est des produits qui peuvent se consommer. Tu dois en racheter des nouveaux produits, donc c'est plus facile. Quand le produit, tu peux l'acheter plusieurs fois et qu'il a une certaine date de fin, c'est quelque chose de bien. L'autre chose, c'est que quand tu fais par exemple de l'emailing, tu es capable de proposer d'autres produits à tes clients, c'est les fidéliser dès le début. C'est quelqu'un
quelqu'un va pas racheter une deuxième fois chez toi s'il n'est pas satisfait dès le début. C'est ton premier... En fait, la première expérience que tu proposes à des clients, elle doit être parfaite. Comme ça, ils rachètent chez toi. Parce que si ça se passe pas bien dès le début, ils vont pas se faire avoir deux fois. Ils sont pas cons, les clients. c'est ça. Donc, je trouve que c'est le point le plus important. Par exemple, si tu veux recibler, par exemple, tes clients, tu peux lancer, par exemple, une campagne sur Facebook pour recibler les acheteurs qui ont acheté chez toi, pour leur proposer d'autres produits complémentaires à ceux que tu as. OK. Puis, c'est avec des campagnes de reciblage. Tantôt aussi, tu as parlé beaucoup de email. Donc, j'imagine que par les courriels aussi, c'est une façon pour toi de fidéliser la clientèle. Puis, question en fait, est-ce que là, j'y vais vraiment en plus dans ce qui est le contenu en fait là, que les gens peuvent appliquer. Est-ce que tu y vas souvent avec des funnels de courriels qui sont par produit? Donc, est-ce que tu parles différemment aux clients de dire s'ils viennent de produit 1, tu leur présentes une journée qui est un peu différente que si le client vient du produit 2, par exemple. Est-ce que la segmentation des courriels, tu penses que c'est quelque chose d'important? Ouais, c'est super important parce que, je veux dire, le produit A et le produit B ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, déjà, tu n'auras pas nécessairement les mêmes futures. Donc, il faut que tu aies un flow différent pour chaque produit. Et derrière, ça va te permettre aussi au niveau même des produits que tu peux proposer. Moi, dans les segments qu'on fait, dans les emails qu'on fait, on a des produits qu'on propose qui sont différents, dépendamment de ce que tu as acheté en premier. Okay. Donc oui, la segmentation, elle est hyper importante. Puis quand est-ce que tu commences tes courriels? On s'entend, souvent tu vas commencer par les ads ou l'organique, un ou l'autre. C'est quand? Est-ce que c'est le plus rapidement possible ou s'il vient un point où... Bref, quand est-ce que tu as commencé les courriels? J'ai commencé les courriels dès que mes premiers clients ils ont reçu leur produit. OK. Dès qu'ils ont reçu leur premier produit, parce que là, ils peuvent le tester, ils peuvent voir est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas, et c'est là qu'ils peuvent prendre la décision de racheter ou pas. Fait que c'est une façon pour toi d'avoir un peu du feedback aussi du marché initialement. Ouais, bien sûr. Parce que tu peux pas commencer par exemple par ajouter d'autres produits si dès le début ton produit tu l'as pas testé, tu sais pas s'il fonctionne super bien ou si tes clients sont satisfaits. Tu dois avoir ce premier feedback pour qu'à la suite tu peux rajouter d'autres produits. Donc initialement on s'entend, je pense que la majorité des gens ont besoin de penser à l'acquisition, mais c'est bon de planifier la rétention dès le départ, de dire planifier dans le worst case, de dire en fait le best case, c'est que ça fonctionne, puis tu as besoin de ce feedback-là, c'est ça? Si on retourne plus vers le dernier sujet en fait que j'aimerais toucher, c'est, tu parlais des algorithmes organiques tantôt. Effectivement, j'ai l'impression que TikTok a donné un gros push à Facebook, Instagram, qui était un peu un géant, qui avait le Monopoly, puis qui se disait, bah, si on l'a vu là, dans les dernières années, il y avait un gros drop en reach organique sur ces plateformes-là. Les gens grandissaient beaucoup moins vite qu'en 2017-2018. Comment tu vois en fait TikTok en termes de canal de vente? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui était un peu un trend puis qui va die out? C'est quelque chose qui est fait pour rester? Parce qu'on s'entend, TikTok a quand même blow up, mais est du tout aussi gros que Facebook, Instagram ou YouTube. Tu vois où le futur de TikTok? Moi, je crois que TikTok est là pour rester parce que en fait, TikTok, c'est pas juste une plateforme, c'est un format qu'ils ont créé. Ce format-là n'était pas nécessairement présent avant. Les gens ne consommaient pas autant ce genre de format, donc des vidéos qui sont courtes et tout. Je trouve qu'ils sont là pour rester très longtemps. C'est sûr que leur algorithme, on ne va pas le comparer à celui de Facebook qui est là depuis plus de 15 ans, qui a des milliards de données sur les gens, ou comme YouTube, mais ils sont là pour rester là. C'est sûr que la publicité sur TikTok, elle n'est pas aussi performante que sur Facebook parce que déjà le ciblage, il n'est pas le même. Parce que, en fait, une personne qui voit 50 vidéos par jour, comment tu veux savoir c'est quoi l'intérêt principal qui l'intéresse, tu vois? Donc, les audiences, les chiffres d'audience se font très rapidement. Donc, au niveau du ciblage, c'est un peu difficile, mais la plateforme, elle est là pour rester là pendant très longtemps. C'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de ça, de dire que, parce qu'effectivement, on fait du TikTok à l'agence, puis premièrement, le tracking aussi est mauvais sur TikTok. L'attribution est horrible. Tu dois avoir un post-purchase survey ou quelque chose pour essayer de voir un peu l'impact. Donc, personnellement, au départ, je le recommandais pour les marques qui débutent. Maintenant, ce que je dis aux marques qui sont un peu plus petites, c'est fais du TikTok organique. 100%, ça va bien marcher. Payant, c'est plus les grosses marques qui ont du budget à dire sont pas capables de le tracker, mais du moins avoir un certain awareness, ou qui ont les tracking solutions, puis les solutions aussi d'après-achat pour voir l'impact de TikTok. Là, je vais le recommander. Mais toi, le côté organique, c'est à quel point tu utilises ça comme levier pour tes marques, ou est-ce que tu es que ads? Non, on utilise le côté organique aussi. Je veux dire, même pour mes formations, j'utilise beaucoup le côté organique parce que je trouve que
je veux dire, tu peux poster demain une vidéo sur TikTok, elle peut faire 5 millions de vues. Ouais. Il faut payer combien en ads pour atteindre 5 millions de vues, tu vois. Donc, c'est fou, là. En termes d'économie d'argent, je crois que c'est hyper bon. Et en plus, quand, par exemple, une vidéo, elle devient virale sur TikTok, elle va vraiment toucher l'audience que toi, tu cherches. Vraiment, c'est hyper précis. Donc oui, l'organique, je le fais. Il est hyper important. Il faut que tu le fasses. Parce que je trouve que c'est encore très peu exploité par les marques. Il y a beaucoup de marques qui pensent que ads. Alors que le côté organique, il est beaucoup important. Ouais, d'accord. Puis de dire qu'en fait, c'est un peu instable aussi les ads d'un autre côté. Idéalement, tu crées une certaine stabilité avec tes ads après un certain moment, mais c'est l'organique, je pense que c'est une sécurité de dire si jamais tu n'as pas d'ads, est-ce que tu es quand même capable d'avoir des ventes? Puis si oui, pour combien de temps? Ceci étant dit, est-ce que tu as une dernière peut-être pièce de advice pour les gens qui puissent nous regarder présentement, qui voudraient peut-être se lancer en e-commerce? Alors, pour les gens qui veulent se lancer en e-commerce, il faut vraiment se lancer. C'est l'opportunité du moment. Parce que déjà, par exemple, là maintenant, c'est vraiment une partie de l'année où il y a très peu de concurrence. Les CPM sont plus bas. Il y a moins de bans, moins de problèmes sur des plateformes comme Facebook. Et après, si vous arrivez à atteindre 40 000 par mois, 50 000 par mois, passez par Justin avec son agence. Et puis, vous allez pouvoir scaler. Parce que franchement, ils font du très très bon travail. Ils ont une grande expertise dans plusieurs canaux publicitaires, TikTok, Facebook, Google, Klaviyo, ce que vous voulez. Donc c'est ça, il faut se lancer avant que ça soit trop tard. Merci. Puis en terminant, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Quelle plateforme, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Alors, j'utilise beaucoup Instagram, donc ils peuvent me rejoindre sur mon Instagram Farouk Naman. Sinon, j'ai ma chaîne YouTube aussi au nom de Farouk Naman. Vous pouvez me rejoindre là. Parfait. Farouk, merci pour ton temps. Puis on se revoit bientôt sur un appel Zoom. C'est bon. Merci tout le monde. Ouais.